On commence par problématique. Bon, quels sont les problèmes qui peuvent nous rencontrer? Bien sûr, on parle en cadre des entreprises, dans les cadres des entreprises. Quels sont les problèmes qui peuvent rencontrer les entreprises en cas de manque de système d'information? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver plusieurs documentations, plusieurs enregistrements. Par exemple, on gère nos devis à travers des fichiers Excel, on gère nos offres de prix à travers nos gestions de stock et nos gestions de trésorerie avec des autres fichiers Excel, on gère nos factures avec des fichiers Word. On n'a pas de notion de mise à jour automatique entre ces différents fichiers-là. Donc, tous les mises à jour, on doit le faire manuellement. Comme conséquence, on va perdre beaucoup de temps pour faire des enregistrements, on va perdre beaucoup de temps et on va perdre beaucoup des informations à saisir, bon, pour avoir l'information ou bien pour saisir les informations ou bien pour faire les mises à jour. Et vous connaissez tous que le temps, donc ça coûte l'argent. Comment on va résoudre ce problème-là? Quelle est la solution qu'on va trouver pour éviter ce problème-là et pour éviter tous ces documents-là? On a besoin de quoi? On a besoin d'un ERP. Donc, l'ERP, c'est l'abréviation de mots Enterprise Resource Planning. C'est une application qui permet la gestion des entreprises. C'est une application, c'est un pro-logiciel, donc logiciel, application web, qui permet la gestion d'entreprise. En fait, l'ERP, il est construire des ensembles des modules. L'ERP, il est construire avec des ensembles des modules, mais les ensembles sont en intercommuniqués. Donc, par exemple, on va trouver un module pour la gestion de production, des modules pour la gestion de finances et de comptabilité, des modules pour la logistique, des gestions de stock, pour la partie vente, pour la partie management de projet, pour la partie RH, pour la partie donc gestion des contrats, ainsi de suite. Donc, on va trouver des ensembles des modules qui sont en intercommunication. Mais tout le monde, ils vont accéder à l'ERP pour faire les opérations. Donc, si on a des opérations, par exemple, le responsable de facturation, il va accéder au système pour créer la facture. La responsable de production, elle va accéder au système pour gérer les ordres de fabrication ou bien les OF. Le responsable de gestion de stock, il va faire toutes les opérations d'incrémentation ou bien de décrémentation de stock à travers le système. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver que toutes les informations, ils vont être enregistrées dans la même base de données. Donc, on a une plateforme qui contient toutes les informations de l'entreprise. En plus que ça, il y a une notion de mise à jour ou bien de correspondance entre les différents personnels, et donc, puisque c'est entre les différents modules, donc c'est sûr, entre les différents personnels. Donc, on a un échange énorme des informations. On n'a pas besoin d'utiliser les moyens primitifs pour faire des échanges. Non. Si on a besoin d'avoir une information, on va accéder au système pour voir l'information. Donc, l'ERP, c'est une application qui permet. On va passer maintenant à la partie Exactement. CRM, le Customer Relation Management. Si on n'a pas besoin d'avoir un ERP complet qui contient toutes les informations, qui contient la partie gestion de paiement ou bien la gestion de congés, non, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin d'un ERP pour la PAC complet, mais quand même, on a besoin d'un CRM, Customer Relation Management. C'est un module pour la gestion de vente. Si on parle de gestion de vente, qu'est-ce qu'on a? On a partie avant-vente, qui est généralement le marketing, listing des compagnies, des emailing, des actions, les tableaux de bord. Et on a la partie vente qui contient les plannings, les gestions des contacts, les gestions des devis ou bien des offres de prix, les gestions de commandes, les gestions de facturation. Et par la suite, on a la partie après-vente qui est l'assure de la restaurer client et le suivi de satisfaction client ou bien le suivi de vente. Donc, tous ces événements ou bien tous ces parties-là, on a besoin d'un outil informatique qui s'appelle CRM pour la gestion de cet outil, donc de ces différentes opérations. Donc, le CRM, c'est un outil qui permet
d'utiliser les données clients enregistrées afin assurer quoi? Assurer le suivi commercial. Donc, le CRM, il nous aide à mieux identifier les prospects, fidéliser et assurer un suivi personnalisé de vos clients. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Quelles sont les conséquences si on a un système d'information? Qu'est-ce qu'il va m'ajouter, le système d'information? OK, madame, vous avez expliqué qu'on a besoin d'un système d'information au sein des entreprises. Donc, on a besoin d'un CRM, ou bien un ERP, ou bien un CRM ERP au sein de nos entreprises. Mais madame, quelles sont les fonctionnalités qui va nous offrir un système d'information? Donc, il y a plusieurs avantages d'avoir un système d'information. On va citer quelques avantages. Premièrement, on parle de l'amélioration de process de production et de gestion. On parle aussi des réductions des cycles. Le cycle habitué qu'on fait pour la gestion de nos passages des informations. On a des paperasses à partager, on a des dossiers à partager, on a des fichiers Excel à partager, on a par exemple des échanges, des emailing. Non, on n'a pas besoin de faire tout ça pour avoir une information ou bien pour partager une information. Tout simplement, j'accède au système et je peux avoir l'information sans problème. On parle aussi de l'optimisation des stocks et des achats. On parle d'une optimisation en temps réel. Le jour J, le date D, j'ai besoin d'avoir donc, valorisation de mes quantités en stock. J'accède au stock et j'accède au système plutôt et je peux avoir ces valeurs-là. On parle aussi de développement de collaboration transversale entre les différents départements. On ne va pas travailler, chaque département, il va travailler avec ses propres méthodes, avec ses propres outils, avec ses propres logiques, avec sa propre template. Non, on va travailler tous dans une seule plateforme, dans la même plateforme. De telle façon, il y a une notion de collaboration entre les différents utilisateurs ou bien les différents employés dans l'entreprise, puisqu'on va utiliser tous la même gestion. On parle aussi de l'amélioration de l'efficacité des traitements des tâches. Allô, monsieur, j'ai besoin d'une état. D'accord. En 2 secondes, vous pouvez générer l'état sans problème. Donc, on est en train de traiter les tâches en temps réel. Donc, on va gagner beaucoup de temps. On parle aussi des satisfactions des utilisateurs, des satisfactions des employés. En fait, j'ai rencontré dans ma vie professionnelle des personnes qui souffrent pour faire des mises à jour, qui souffrent pour avoir une information, qui souffrent pour, même pour modifier en PDF une telle facture ou bien une telle offre de prix. Donc, ils souffrent pour faire tout ça. Normalement, le système, il va nous générer tout ça. C'est pas donc, c'est pas le personnel qui va travailler tout ça, non? C'est le système qui est le responsable de faire tout ça. C'est pour cela on a une satisfaction des employés, on va gagner de temps pour faire des autres opérations et surtout on va gagner la qualité de nos services ou bien de nos produits et on va assurer une très bonne relation avec nos clients et nos fournisseurs. Tout ça, tous ces avantages-là, avec des autres avantages, nos garanties si on a un système d'information de type ERP ou bien de type ERP CRM intégré dans notre entreprise. D'accord, madame. Très, très bien. On a besoin tous d'avoir un système d'information. Mais madame, quel est le budget? C'est ça le problème. Quel est le budget pour avoir un système d'information? Madame, j'ai écouté des prix qui sont très élevés. Bon, madame, j'ai consulté le SAP, mais ils m'ont dit que d'avoir un système d'information, je dois investir au moins 20 000 euros. OK, je suis avec vous. Mais aujourd'hui, on va vous expliquer quelles sont les étapes de mise en place d'un ERP, quelles sont les phases qu'on doit passer pour mettre en place un ERP et le plus important, comment on va optimiser le coût de telle façon on ne va pas perdre de l'argent si on est à la recherche d'un système d'information et quel est le système d'information qu'on va choisir. Tout d'abord, pour mettre en place un système d'information, il faut passer par 5 phases, 5 étapes. Première étape, c'est licence. On doit consulter des éditeurs
comme Sage, comme SAP, des éditeurs, des URP, et on doit acheter des essences. Imaginez-vous, on a une petite entreprise qui contient 5-6 utilisateurs. 5-6 personnes vont utiliser le système. Et bon, je dois acheter, soi-disant, 6 licences. J'ai consulté SAP, ils m'ont dit qu'une seule licence, ça coûte 5 000 euros. Faites tous vos calculs, combien vous allez investir pour acheter une licence. Eh bien, ça n'arrête pas là. OK, on a acheté, on a investi 20-25 000 euros. Mais ça n'arrête pas là. Pourquoi ça n'arrête pas là? C'est parce que ça nous reste la phase d'intégration. Et des autres phases, bien sûr. Les intégrations, on doit contacter des intégrateurs pour nous aider à mettre en place le système. Oui ou non? L'intégrateur, c'est la personne qui maîtrise la mise en place de l'application chez l'entreprise. Et bien, ça n'arrête pas là. Il y a la personnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire la personnalisation? On va acheter ou bien on va utiliser un système. Est-ce que le système qu'on va utiliser, il va être adapté à nos besoins ou non? Notre logique de travail, est-ce qu'il est adapté au système? Nos états, nos reportings, nos statistiques, notre logique, nos PDF, notre workflow, notre gestion des super hiérarchies, notre gestion des droits d'accès, est-ce qu'il est adapté? C'est ça la question. Et bien, même d'après mon expérience, je travaille depuis 2017 en tant qu'intégrateur. Donc, j'ai constaté, qu'est-ce que je viens de constater? J'ai constaté que chaque entreprise a sa propre empreinte. On peut trouver deux entreprises qui font même activité, même secteur, même produit, même service à 100%, mais on ne trouve pas la même workflow au sein de l'entreprise. On ne trouve pas la même gestion au sein de l'entreprise. Donc, chaque entreprise a sa propre empreinte et le système, il doit être modifié par rapport à l'empreinte, par rapport à l'identifiant de l'entreprise. Donc, on doit personnaliser le système, soit à travers les intégrateurs qui font faire des configurations spécifiques, soit à travers les éditeurs qui font faire des configurations au niveau de code source pour qu'ils soient adaptés à nos besoins. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la formation. La formation, si on va utiliser un logiciel qui est un peu compliqué, on va perdre beaucoup d'énergie, on va perdre beaucoup de temps, on va perdre beaucoup d'argent pour qu'on explique à nos personnels et pour qu'on soit formé à l'utilisation du système. Oui ou non? Donc, on doit faire des journées de formation successives, des jours et des jours de formation pour qu'on puisse comprendre le système, pour qu'on puisse utiliser, surtout si le système il est très difficile. Et la maintenance, on doit assurer une maintenance pour continuer à travers le système des nouvelles versions, des nouveaux états, des nouvelles suggestions. Tout ça, on a besoin pour mettre en place un système d'information au sein de nos entreprises. Mais aujourd'hui, on est dans une séance pour trouver une solution presque néant, presque gratuite. On ne va pas investir de l'argent. Quelle est la solution? Tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais éliminer l'essence. Puisque c'est la partie le plus chère, c'est l'essence. On ne va pas acheter une licence. Madame, on ne va pas acheter une licence. On va utiliser les gratuits. Oui, on va utiliser les applications qui sont gratuites et open source. Pourquoi? On va trouver pourquoi. On va vous donner quelques exemples des URP. Mais madame, lorsque j'écoute une chose qui est gratuite ou bien qui est open source, toujours j'ai des soucis. Peut-être c'est piraté, peut-être il y a des problèmes. Non, c'est pas toujours ça. Je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire un ERP qui est gratuit ou bien open source. Donc, on va éliminer la partie licence. On va travailler avec les parties open source. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'intégration. Devenir un intégrateur. C'est ça l'intitulé de notre session de formation. La séance initiative, c'est aujourd'hui. Juste aujourd'hui, on est en train de vous montrer et de vous donner quelques notions. Mais devenir un intégrateur, donc devenir une personne qui maîtrise la mise en place d'un outil informatique chez l'entreprise.
quelle que soit sa propre entreprise. Vous êtes un gérant ou bien un directeur ou bien un personnel à la recherche d'un système d'information. Donc, tu es capable de mettre en place une application sans l'intervention des intégrateurs parce que vous-même, vous pouvez se former pour être un intégrateur. Et si tu vas continuer avec nous le cycle de formation, c'est sûr, tu es capable d'être un intégrateur. Si vous êtes dans une entreprise et vous pouvez faire la mise en place de l'application chez votre entreprise et vous n'allez pas perdre de l'argent, vous n'allez rien investir que le coût de formation. Sinon, vous êtes à la recherche des opportunités, tu es un consultant ou bien un jeune diplômé ou bien un financier ou bien même un comptable, vous avez déjà une base de données des clients qui sont à la recherche d'un système d'information. Et dans l'Afrique, d'une manière générale, à l'échelle de l'Afrique, on a pratiquement 90% des petits et moyennes entreprises jusqu'à ce jour-là utilisent des moyens primitifs, même si les entreprises ont des chiffres d'affaires très importants, mais malheureusement, on utilise des moyens primitifs. Je dis bien, même ce jour-là, on est en 2023, bientôt 2024, Excel et le Word, ce sont des moyens primitifs, sans discussion. Donc, le marché, ça existe, l'opportunité, ça existe. Il y a beaucoup de demandes puisqu'on va utiliser un ERP qui est gratuit. Et là aussi, la personnalisation. On va vous former pour que vous pouvez personnaliser le système en tant qu'intégration, en tant qu'intégrateur, vous pouvez faire des modifications, des configurations dans le système pour qu'il soit adapté à la contexte des entreprises. Il nous reste la formation. Le système qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est un système simple, très très simple. D'ailleurs, vous n'allez pas trouver des difficultés pour que tu vas être formé, pour que tu vas former, pour avoir l'information et pour comprendre le système et pour découvrir le système, vous n'allez pas trouver de difficultés. Et même, vous n'allez pas trouver de difficultés pour expliquer le système à les différents utilisateurs parce qu'il est facile pour les utilisateurs ou bien même pour les intégrateurs. Et vous allez voir aujourd'hui ça. On va découvrir à la fin de la séance d'aujourd'hui le système et vous allez voir ça. Il nous reste là quand la maintenance, bien sûr, dans la session de formation, on va vous expliquer comment vous allez faire des maintenances dans le système, des modifications dans le système, des mises à jour, des ajouts des nouvelles versions, des ajouts des nouvelles modules et des configurations avancées. Bien sûr, on va découvrir ça, on va commencer à découvrir ça au fur et à mesure. Madame, très bien. Mais madame, j'en suis pas un informaticien. Vous êtes en train de discuter à propos d'un système d'information informatique. Madame, j'en suis pas un informaticien. Madame, j'en suis pas un consultant. Madame, j'ai jamais travaillé au sein d'une entreprise. Madame, je suis un nouveau recruté et je suis à la recherche des opportunités. Eh ben, est-ce que je peux être un intégrateur? Oui, pourquoi pas? On n'est pas besoin d'être un informaticien ou bien d'être un financier ou bien d'être un comptable ou bien un consultant pour être un intégrateur. Non, il n'y a pas de prérequis. Un génie civil peut être un intégrateur. Moi-même, j'ai eu un master en système embarqué, en domotique. Ce que je suis en train de faire, c'est tout à fait loin, tout à fait différent à propos de ce que je viens d'avoir, ce que je viens d'étudier. Donc, on n'a pas des prérequis pour être un intégrateur. Il y a quelques caractéristiques, bon, je trouve que ce sont des caractéristiques humaines. Pour être un intégrateur et pour être un bon intégrateur, tu dois avoir quelques caractéristiques humaines. Première caractéristique, c'est l'écoute. On doit très bien écouter le besoin. Première partie, on doit très bien écouter le besoin des personnels, des utilisateurs, des clients de nos clients. Surtout si on va mettre en place chez un client qu'on ne le connaît pas. On va mettre chez un client pratiquement, on doit rester minimum une semaine pour l'écoute et pour découvrir qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de travailler, quels sont les outils qu'il utilise, quelles sont les options qu'il utilise, comment il est en train de réagir, comment il est en train d'exprimer les choses, quelle est sa gestion, sa workflow. Donc, tout ça, on doit très bien écouter. On doit vécu réellement chez le client, on va vécu l'expérience de sa primitive ou bien de ses moyens de travail pour qu'on puisse l'aider par la suite. La deuxième, c'est la réactivité.
La réactivité. Ah, on n'a pas de choix. On doit répondre à la réponse, on doit répondre à les clients en temps réel. 7 sur 7, 24 sur 24, vous n'avez pas de choix. Parce que s'il y a un problème au niveau de l'entreprise, comme donc, au niveau du système, qui va corriger l'erreur, qui va corriger le problème, qui va trouver la solution? C'est l'intégrateur. Donc, on doit répondre à les besoins 7 sur 7, 24 sur 20. Tu dois être proactive pour que tu aies un bon intégrateur. Esprit analytique. Pourquoi l'esprit analytique? Donc, on va commencer par une version qui est standard, une version qui est bêta, qui n'est pas configurée. On a très bien écouté le besoin de client. Oui ou non? On a bien écouté le besoin. Nous, nous avons déjà une idée à propos du système. On est déjà performant au niveau du système et on a écouté le besoin de client. Donc, on doit faire une telle analyse pour modifier le système, pour configurer le système, pour qu'il soit adapté à la besoin à 100%. Donc, on doit avoir une telle esprit analytique. Expertise de métier, c'est un prérequis. Au fur et à mesure de chaque mise en place, vous allez découvrir et vous allez avoir des expériences. Quatrième, les analyses de performance. Point fort de tous les systèmes d'information. C'est quoi les points forts du système d'information? Ce sont les états, les reportings, les statistiques, ce sont des points forts. Si on a aboutir à générer des états et de reporting pour les clients qu'on va mettre le système chez des clients, donc on est bien, on est des bons intégrateurs. Très bien, madame. J'ai ces caractéristiques-là et je veux être un intégrateur. Pourquoi pas? Je vais vécu l'expérience de mise en place de l'application chez des clients bien au sein de mon entreprise. Mais madame, vous m'avez dit qu'on va utiliser un logiciel libre, un logiciel gratuit. Normalement, j'ai des soucis à propos des logiciels gratuits. Oui ou non? Vous avez des soucis toujours à propos des logiciels gratuits et logiciels libres. Avant de répondre aux questions, on doit très bien comprendre la notion des logiciels libres. Si on parle d'un logiciel libre, on parle d'une liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. D'accord? On est libre d'utiliser ce programme-là, peu importe, ERP ou bien notre application. S'il s'agit d'un logiciel libre, on est libre d'utiliser le programme pour tous les usages. Il y a aussi la liberté d'étudier les fonctionnalités, donc de faire des modifications au niveau de code source pour qu'il soit adapté aux besoins. Donc, le code source de ce logiciel libre, il est accessible pour tout le monde. De telle façon, je peux faire des modifications au niveau du code source. On a, on a aussi une liberté de redistribuer des copies de programmes. On peut faire des copies de programmes qu'on a déjà modifiées et de redistribuer. Vous avez une question qui se pose maintenant, surtout pour les personnes qui ne sont pas des informaticiens. Quel est le revenu, quel est le retour sur investissement par rapport à un logiciel libre et pourquoi il y a des logiciels libres et pourquoi les logiciels libres, on peut avoir des versions, pourquoi elles sont accessibles à tout le monde. Tout d'abord, s'il s'agit d'un logiciel libre, il s'agit d'une comité derrière le logiciel libre. D'accord? Par exemple, on va prendre Dolibar, qu'on va étudier aujourd'hui. Il y a une comité derrière Dolibar. Il y a des membres qui se trouvent partout dans le monde. Karay Group, comme Rahma il a présenté, on est une des membres, on est un membre parmi donc l'équipe de Dolibar, parmi les associations de Dolibar. Donc, en tant que membre de l'association de Dolibar, Carré Group, c'est un membre de l'association de Dolibar. Lorsque j'ai découvert un besoin de la part d'un client, donc je développe le besoin pour le client dans l'application et j'avoir mes argents donc à propos du développement, je peux avoir l'argent à propos de la part de client, mais puisque je suis un membre de l'association, je dois envoyer le code source à la comité. Le code source que j'ai développé à la comité. Et bah, de telle façon, le logiciel il est en train d'évoluer. C'est grâce à le développement des différents membres.
Il ne s'agit pas de l'arnaque, il ne s'agit pas de trucs derrière ça. Non, il s'agit des ensembles de développeurs qui sont en train de développer des applications, des modifications qui sont gratuites ou bien qui sont payantes, mais puisqu'on est des membres, on doit envoyer ce qu'on a développé à la comité. Point à la ligne. La comité, il est en train d'évoluer grâce à quoi? Grâce à le développement des différents membres. Je pense que c'est clair à propos du logiciel libre. N'hésitez pas, dorénavant, si vous avez trouvé dans l'Internet une application qui est un logiciel libre, n'hésitez pas de l'utiliser parce qu'il s'agit d'une comité derrière la logiciel libre. Il s'agit d'une évolution à travers évolution de l'application avec les différents membres. Notre séance, notre cadre de la séance d'aujourd'hui, ce sont les URP qui sont gratuits et open source. On trouve beaucoup des URP qui sont gratuits et open source. Parmi les, on trouve Odoo, Dolibar, OpenBrave, ERP-Next, ainsi de suite des URP qui sont gratuits et open source. Mais on a décidé de travailler avec un logiciel qui s'appelle Dolibar, de maîtriser ce logiciel-là, de découvrir et de mettre en place ce logiciel-là chez des clients. Pourtant, on a un département de développement. Nous avons déjà la possibilité de développer un ERP et de vendre l'essence de l'ERP. Mais non, on n'a pas choisi de développer un ERP. Non, on a choisi de maîtriser un ERP qui est déjà développé et de faire des modifications dans un ERP qui est déjà développé et on a choisi Dolibar. Pourquoi on a choisi Dolibar? Pourquoi on a utilisé Dolibar? On n'a pas choisi des autres ERP. Tout d'abord, pas de coût de licence. Dolibar subit à une gestion de protocole mondial qui s'appelle GPL, General Public License. Vous pouvez faire une recherche par l'Internet pour que vous allez convaincu à propos du GPL. Si il y a un logiciel qui subit le protocole GPL, c'est un logiciel qui va être gratuit jusqu'à la fin de vie. Personne, ou bien on ne va pas vous donner la possibilité de faire des frais de licence après 2 mois, ou bien après 3 mois, après 1 an. Non. Le logiciel qu'on va découvrir, c'est un logiciel qui ne concède pas de coût de licence avec nombre d'utilisateurs illimité. D'accord? Nombre d'utilisateurs illimité, pas de coût de licence. Tu peux utiliser le logiciel jusqu'à la fin de vie sans problème. Quoi d'autre? Simple. D'ailleurs, il est simple pour l'utilisateur. Et ben aujourd'hui, vous allez découvrir ça. C'est très simple pour un simple utilisateur qui ne maîtrise pas l'informatique de découvrir le système et de travailler avec le système. Elle est simple pour l'intégrateur parce qu'il y a un seul logique. Si on est capable de comprendre logique, on ne va pas trouver de difficulté pour configurer le système. Et même, elle est simple pour le développeur. Elle est développée en PHP, MySQL, PHP natif. Il n'y a pas de framework. S'il y a des développeurs avec nous, il n'y a pas de framework. Tu peux accéder au code source pour faire des modifications sans problème. Complet, pratiquement tous les modules qu'on ait besoin en tant que petites et moyennes entreprises, ça existe dans la version qu'on télécharge à partir de l'Internet. D'ailleurs, aujourd'hui, on va découvrir ces modules-là. On va lister les ensembles des modules qui sont accessibles dans Dolibar. Performant, j'utilise Dolibar, comme je l'ai dit, depuis 2017. On a commencé avec la version 5, maintenant on parle de version 19, bientôt la version 19. Pratiquement toutes les versions que j'ai découvertes sont des versions stables et performantes. Modulaires, il y a une telle communication, une intercommunication entre les différents modules pour tous les systèmes Dolibar. Elle est open source. Puisqu'elle est open source, ça nous permet d'accéder au code source et de faire des modifications pour qu'il soit adapté à les contextes des différents utilisateurs ou bien les différents clients. Donc, Dolibar, l'application qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est un ERP, c'est une solution de gestion d'entreprise, c'est un ERP open source, comme on a déjà dit, open source, publié en France en avril 2002. D'ailleurs, Dolibar, il a été développé par une association française. C'est un pro-logiciel, c'est une application web de gestion intégrée, PGI ERP, avec un CRM intégré, donc avec la partie CRM qu'on a déjà expliqué. Donc, Dolibar, c'est maintenant largement à l'international de plus en plus, car il est adapté aux petits
et moyennes entreprises. Donc, notre cible, c'est le petit et les moyennes entreprises. Donc, l'historique d'Olibar, comme j'ai expliqué, donc la première version a été livrée en 2003, donc en septembre 2003, première version. Maintenant, on parle de version 18. Il y a chaque 2 mois, chaque 1 mois et demi, il y a une nouvelle version et on peut migrer d'une version à une autre dans les étapes de configuration. Pour l'architecture du système, on doit installer le système dans une seule machine. On doit installer le système dans un seul ordinateur et les autres ordinateurs, ils vont accéder au système grâce à l'URL. Ils vont accéder au système grâce à l'URL, le login et mot de passe. Ils vont accéder au serveur. On va voir aujourd'hui les ensembles des installations. Comment on peut accéder selon les étapes d'installation. Mais l'installation, ça va être fait dans une seule machine. Pour la sécurité Dolibar intègre des mécanismes de sécurité par défaut, tels que chiffrement, hard and crack, protection login, protection des pages et des fichiers, pour que vous soyez à l'aise, parce que je connais à propos de la sécurité, il y a toujours des soucis à travers la sécurité de notre information, parce qu'il s'agit d'un système d'information et toutes les informations, ils vont être enregistrées dans ce système-là. Est-ce qu'il est sécurisé ou non? Pour que vous allez répondre à toutes vos questions, il y a le page officielle de Dolibar. Ils peuvent vous répondre à toutes vos questions à propos de la sécurité. Mais à propos de la notion de sécurité, je dis toujours que le système, il va être installé dans votre propre serveur, quel que soit un serveur local ou bien un serveur en cloud. Donc, la sécurité du système, ça dépend de la sécurité de votre outil informatique. Donc, pour l'installation, on a déjà dans l'étape d'installation. On va vous envoyer pour les personnes qui ont rempli le fiche de présence, le guide d'installation de Dolibar. Dolibar, c'est une application qu'on peut installer en local. Qu'est-ce que ça veut dire en local? Dans notre propre ordinateur. On a besoin d'avoir la connexion d'Internet à l'étape d'installation, c'est tout. Mais lorsqu'on va utiliser le système, on n'a pas besoin d'Internet parce que l'application, elle va être installée dans l'ordinateur. Quelles sont les configurations? Bien, quel type de ordinateur on peut l'installer? Dolibar, on peut l'installer dans n'importe quel système d'exploitation. Windows, Unix, Ubuntu, Mac, donc n'importe quel Mac plutôt, n'importe quel système d'exploitation. Mais le guide d'installation qu'on va vous envoyer, c'est un guide d'installation pour les ordinateurs de type Windows. Configuration de l'ordinateur, au moins 64 bits, minimum 4 Go de RAM, de préférence 8 Go de RAM. Votre ordinateur, il est 64 bits, 8 Go de RAM, vous pouvez commencer l'installation. Bon, si vous n'êtes pas un développeur, vous n'avez pas de problème, vous pouvez commencer à l'installer. Mais si vous êtes un développeur et vous avez déjà un serveur web installé, pour les développeurs qui sont avec nous, si vous avez un serveur web, quel que soit Map, Web Server ou bien exemple, vous n'allez pas suivre ces étapes-là. Il y a des autres méthodes d'installation. Mais pour les autres personnes, vous pouvez suivre le guide d'installation. Tout d'abord, vous allez commencer à télécharger la dernière version, puis vous allez commencer à installer l'application. Il y a des étapes à suivre. C'est pas compliqué de tout. Vous pouvez faire l'installation. En fait, vous allez installer l'application avec l'endroit de l'enregistrement de la base de données. Donc, vous allez créer un dossier sur votre arborescence. Vous voyez qu'on est en train d'extracter les fichiers. C'est qu'il y a un fichier qui va être créé dans votre arborescence, c'est 2 points. Voilà, un dossier qui va être créé dans votre ordinateur. Et c'est pour cela on a déjà discuté à propos le logiciel, il est en local parce qu'il va créer un dossier sur votre arborescence et il va extracter tous les fichiers dans cette arborescence-là. Tout ça, il va être fait automatiquement. Ce n'est pas vous qui va créer le système à l'heure de les étapes d'installation. Il va faire tout ça. Donc, il va installer tous les fichiers. Donc, à ce niveau-là, vous n'allez pas changer. Donc, vous allez changer juste les paramètres que j'ai signés. Donc, il y a des paramètres à changer
normalement, vous allez trouver par défaut, mais s'il y a des changements, vous allez changer à partir de guides d'installation pour éviter les problèmes qui peuvent nous rencontrer. Donc maintenant, on va installer donc les autres parties. Donc l'autre partie, c'est quoi? Donc s'il s'agit d'une application web, il y a deux parties. Il y a la partie de code source, il y a la partie où on va enregistrer les données. Si on va créer une facture, si on va créer un produit, donc où va être enregistré? Dans l'endroit qu'on appelle la base de données. À ce niveau-là, Dolibar, il est en train d'installer l'endroit où il va enregistrer la base de données. Il y a quelques paramètres qu'il va être installé. Et ben, c'est pour cela, je dis toujours que la communauté Dolibar n'a aucun accès à propos des informations. Toutes les informations, ils vont être enregistrées en local dans notre propre ordinateur. Il n'y a personne qui peut accéder et qui peut avoir l'information. Et même si je ne suis pas connecté à l'Internet, je peux accéder au système parce que j'ai bien installé l'endroit où la base de données elle est enregistrée. Donc, on ne va pas compliquer les choses, surtout pour les personnes qui ne maîtrisent pas les outils informatiques, mais il suffit juste d'utiliser les étapes d'installation. Ce n'est pas compliqué. Tout simplement, la seule chose qu'on doit garder, que le système il va être enregistré dans notre propre ordinateur. Personne n'a l'accès à trouver les informations et la communauté de l'IBAR n'a aucun accès à propos des données ou bien à propos des informations. Bien sûr, nous, on va identifier notre identifiant par défaut, c'est admin, et nous, on va saisir notre propre étapes d'installation pour accéder par la suite au système, pour accéder à l'espace de configuration du système. Voilà ce qu'on va trouver dans la dernière étape lorsqu'on va accéder. Mais avant d'accéder au système et avant de découvrir le système, on va parler un peu à propos des deux types d'installation. Surtout si on parle d'une cadre professionnel. Madame, quels sont les types d'installation? Quels sont les types d'installation qu'on va choisir? En fait, il y a deux types de serveurs. Vous pouvez installer le système dans un serveur local, dans un ordinateur qui est présent physiquement dans l'entreprise, un ordinateur de type Windows ou bien Mac, peu importe, mais vous allez installer l'application et les autres membres qui sont connectés au même réseau, le financier, le responsable d'achat, le comptable, mais il doit être connecté au même réseau. Il peut accéder au système à travers ses propres ordinateurs. Madame, je suis ailleurs, je suis à la maison et le système il est installé dans ma ordinateur de travail. Madame, est-ce que je peux accéder au système? Est-ce que je peux configurer le système? Oui, on peut accéder au système, mais à ce moment-là, on a besoin d'une adresse IP fixe. On a besoin d'acheter une adresse IP fixe et de faire une configuration au niveau du système. Donc, c'est pas trop compliqué. Normalement, c'est très, très simple de faire ça. Tu cherches à la confort, vous pouvez installer le système dans un serveur en cloud. Tu dois héberger un espace web. Donc, l'espace web, bien sûr, c'est pas gratuit, c'est payant, l'hébergement de l'espace web. De cette façon-là, vous pouvez utiliser le système de n'importe quel endroit. Il suffit que juste la machine doit être reliée à l'Internet et vous pouvez accéder au système d'une manière sécurisée. Bien sûr, la partie d'installation, on va approfondir de voir la partie installation lors de la session de formation payante pour voir une étude de cas pratique, de faire le partage de réseau. Voilà ce qu'on va trouver dans tous les cas. C'est ça ce qu'on va trouver lorsqu'on va installer. On va trouver une application qui est installée dans notre machine. On va commencer à jouer avec le système. Donc, login, c'est admis. Comme on a déjà expliqué, et le mot de passe, on a déjà saisi le mot de passe et on va commencer à jouer avec le système. Voilà ce que vous allez trouver. Vous allez trouver une installation d'un logiciel, mais l'installation n'est pas complète. Un système qui a été installé